Salut à tous et bienvenue sur MLS Time, le podcast 100% MLS. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief de la 15e journée qui a eu lieu ce week-end. Une journée où on a eu 15 matchs comme d'habitude, 6 équipes se sont imposées à domicile, on a eu 5 matchs nuls, donc 3 fois le score 0-0 dans des matchs complètement fous, on va y venir après. Et seulement 3 équipes se sont imposées à l'extérieur. Une journée à 50 buts quand même en 15 matchs, soit 3,3 buts par match et aucun 0-0. Ça, c'est la MLS comme on l'aime. Avant de démarrer, on va faire un petit point sur la semaine qui arrive. Donc midweek entre mercredi, dans la nuit de mercredi à jeudi, excusez-moi, et on aura une journée dans les nuits classiques du week-end de samedi à lundi. Eh ben écoutez, sans plus attendre, on va y aller tout de suite pour le débrief de la 15e journée de MLS. Let's go! On se retrouve aujourd'hui pour parler de la 15e journée. Avant de démarrer, vu que je suis tout seul, excusez-moi encore si j'ai bafouille ou quoi que ce soit, mais pas le temps de faire de montage. Cette semaine, j'espère pouvoir vous proposer 2 épisodes. Il n'y aura pas de prépa sur la journée de la midweek, mais certainement un débrief de la journée qui va se jouer donc de mercredi à jeudi, en ouvrant sur la journée du week-end. Mais en tout cas, restez connectés sur mon compte X pour avoir les toutes dernières infos de MLS. J'en prends le temps de vous noter. Si vous appréciez le podcast, merci de le noter. C'est super pour le référencement et ça permet aux gens qui veulent suivre la MLS de le connaître. Les audiences commencent à monter, hein. On est au moins à 300 épisodes, à 300 écoutes par épisode à chaque fois. Donc c'est 50 de plus qu'il y a à peu près 2 mois. Pour de la MLS qui est une niche, encore merci à vous qui écoutez assez nombreux. Pour attaquer donc sur cette 15e journée, on va déjà faire le point sur les joueurs qui sont sortis blessés. Il y en a eu quelques-uns et assez notables. Alors j'ai noté qu'il y avait eu Yemar, j'ai regardé le match, donc Yemar Gomez Andrade de Seattle. Petite pointe derrière la cuisse, et au bout de 20 minutes il est sorti, jamais très bon signe. On a eu également Herbers du côté de Montréal, et dès qu'il est sorti, bah, il y a Lotouri qui est rentré, et ça n'a pas été le même match, mais bon, est-ce que c'est étonnant que Lotouri ait du mal? Pas vraiment. Un autre qui a été blessé significatif, c'est Patrick Schulte qui s'est blessé à l'échauffement avec Columbus et également Steven Moreira qui est sorti au bout de 15-20 minutes avec Columbus. Wilfried Nancy a dit qu'il avait déjà mal au pied dès qu'il l'a vu boiter, il n'a pas pris de risque. Pineda hier avec Chicago s'est blessé à la cheville apparemment. Et Nick Haglund s'est fracturé une côte et en plus il y a une lésion pulmonaire, nous a dit Pat Noonan hier face à Atlanta, donc pas vraiment rassurant. Du côté des news et des retours, il y a Chris Armas qui nous disait que Rafael Navarro, donc l'attaquant, devrait être de retour aujourd'hui à l'échauffement et que Mihailovic, malgré le fait qu'il ait été bon, a joué quelque peu malade. Eh bien écoutez, sans plus attendre, on va aller tout de suite sur le premier match qui se jouait. C'était Seattle qui recevait Dallas. La décision a mis du temps à se faire. C'est venu d'un penalty de Rusnak en toute fin de match sur une main de Petar Musa. Avant ça, un match assez poussif, mais bon, c'était un match de tout début d'après-midi, hein, 9 heures de décalage horaire, donc c'était prêt, je crois que c'était même à midi à Seattle. Donc on sait comment les organismes sont à midi, c'est pas évident, il avait l'air de faire assez chaud. En tout cas, cette équipe de Dallas me rassure pas. C'est une équipe de sprinters, Anderson, Rulio et tout. Et en plus, il n'y avait pas Lucho Acosta, donc c'était très compliqué. Mais il a quand même fallu un Stéphane Frey qui sorte de beaux arrêts. Parce que Seattle s'est fait un peu peur, mais mine de rien, avec Ragen en moins et Yemar, ils se sont retrouvés avec Bell et Kim Ki-hee derrière. Donc, c'est quand même les 2 titulaires indiscutables qui étaient absents. Mais voilà, Seattle s'en sort. On va me dire encore, ouais, Rusnak, c'est encore un penalty. Bah ouais, mais à chaque fois qu'il en a un ou qu'il a un geste décisif à faire, il ne se trompe pas, Albert Rusnak. Le match suivant, c'était San Diego qui recevait LA Galaxy. Le Galaxy avait bien entamé le match en menant 1-0 en fin de mi-temps, mais ils se sont fait égaliser une minute après, donc déjà premier coup sur la tête. En tout cas, je tiens à préciser que c'est un super but de la Torre sur un service de Verskov. Verskov, c'est vraiment top 3 des milieux de terrain cette saison et il n'est pas troisième.
Allez regarder des résumés ou des matchs de San Diego, vous faites un focus sur ce joueur, c'est incroyable. Le volume et ce qu'il apporte, son duo avec De La Torre au milieu, je pense qu'on est sur un des meilleurs milieux de terrain parce qu'à ça, il faut ajouter Hannibal Godoy, l'ancien de Nashville, et on a un milieu ultra complémentaire et solide. Et bien sûr, que dire des deux magnifiques devant, Dreyer, Lozano, qui ont été décisifs à la toute dernière seconde, à la 95e minute. Donc vraiment, et les Galaxy qui se fait égaliser une minute après. Et puis une énorme erreur d'Emiro Garcès, c'est pas sa première erreur, hein. Un dégagement sans pression où il prend son mauvais pied et il envoie le ballon dans le mauvais sens. En plus, Dreyer est hors jeu, donc il lui met dans la course. Et Dreyer met un super centre sur la tête de Lozano. Le stade a explosé, mais attention aux sanctions qui vont arriver pour San Diego. Et ouais, encore des bagarres dans les tribunes et ça s'est poursuivi jusqu'à l'extérieur. Heu, on en rappelle, hein, des problèmes de propos racistes en début de saison, des chants racistes des supporters, des bagarres face aux supporters de LAFC et là des lynchages des supporters de LA Galaxy. Ils étaient déjà sous le coup de suspension et je pense qu'ils vont prendre assez cher, et peut-être des huis clos à venir, en tout cas pour les supporters de San Diego qui ont l'air ingérables. On va arriver au match de la nuit et il y avait bien sûr un match qui nous intéressait, c'était Montréal qui recevait LAFC. Montréal démarre le match parfaitement, il mène 2-0 au bout de 22 minutes et ensuite, plus compliqué, il a fallu un très très bon Sirois pour tenir le résultat, hein. Je pense que c'est plus, au final, Montréal, ouais, on peut dire qu'ils ont eu ils peuvent avoir des regrets de faire 2 partout, mais franchement, quand on voit ce que Sirois a sorti dans ce match, c'est un moindre mal. Vraiment, Bouanga a fait du mal, Giroud est rentré à marquer, Marquis Delgado a été bon et Sirois a su tenir le score. Donc je pense que Montréal, bon, ça les fait pas avancer au classement. LAFC, comme je le disais, vous vous souvenez, je disais jeudi dans l'épisode, si Montréal veut accrocher un nul, il faudra leur mettre 2-3 buts. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et mine de rien, LAFC, sur leurs 4 derniers matchs à l'extérieur, ils ont pris 3 fois 2 buts et une fois 3 buts. Donc ça encaisse beaucoup, mais ça marque beaucoup. Montréal a su tenir le match nul face à une belle équipe. Mais voilà, c'est pas ce qui va faire avancer le schmilblick, on va dire. Un match que j'ai regardé qui se disputait en même temps et qui était magnifique, c'était Charlotte-Columbus, 3-2 pour Charlotte. Columbus avait très bien démarré le match et Charlotte a su réagir en ayant un trio devant incroyable. Donc Pep Bill, Agyemang et Wilfried Zaha nous ont sorti un match d'une très grande classe et ils sont allés chercher leur victoire. Columbus, mine de rien, n'a plus gagné depuis 4 matchs. Mais je relativise parce qu'ils font encore un bon match et à Charlotte, on sait que c'est jamais évident. Contre Cincinnati, c'est un match nul où Cincy, même Evander l'a dit, il s'en sort très bien. Montréal s'en est bien sorti. Et mine de rien, c'était le troisième match à l'extérieur sur les 4 derniers matchs de Columbus. Donc voilà, une belle victoire de Charlotte qui se rassure après une série assez noire. Et ses joueurs importants ont brillé. Un match où j'ai pas vu grand chose, mais j'ai vu le résumé et il faut noter, c'est quand même la victoire des Red Bull New York à l'extérieur, où ça n'était plus arrivé depuis un bon moment en MLS, hein. Je crois que ça faisait quasiment 8 matchs ou 10 matchs qu'ils n'avaient pas gagné à l'extérieur. Et ils se sont imposés à DC, qui n'est jamais une chose facile. Donc voilà, les Red Bull New York qui sont à la limite des playoffs, donc qui se remettent en ordre de marche. Un match qui a été hyper intéressant, c'est Philadelphie Inter Miami. Je l'ai regardé en double fenêtre avec Charlotte et je me suis régalé. Déçu pour Philly parce qu'ils méritent leur victoire. Franchement, ils auraient mérité de gagner 2,82 de XG pendant que Miami c'est 1,30. Quinn Sullivan, magnifique. Quel match il nous sort encore. Kai Wagner, Ariel au top. Et Ty Baribo, meilleur buteur de la MLS avec 13 buts. En face, une équipe de Miami où je disais dans la nuit un tweet comme quoi s'ils allaient pas en playoff, je serais pas choqué vu les erreurs de casting qu'ils ont fait dans le recrutement. Luis Suarez est complètement bouilli. Là, toutes les peurs qu'il y avait eu cet été, enfin cet hiver plutôt pendant la prépa se confirment. Messi qui passe son temps à râler plutôt qu'à jouer au foot, ça devient pénible. Même s'il sort encore un énorme coup franc, mais est-ce qu'un coup franc pour Messi où il le met, c'est pas un penalty? Bien sûr que si, côté ouvert, pleine lucarne, magnifique. Mais voilà, c'est une équipe qui est en grande difficulté. Philadelphie leur a fait très très mal. Et comme je disais, Miami a pris 3 buts
dans 6 de ses 7 derniers matchs. Comment tu veux gagner un match en prenant au moins 3 buts dans 6 de tes 7 derniers matchs? Défensivement, c'est que des erreurs de casting. Franchement, il y a aucun joueur qui tient la route. Oustari, ça devient compliqué. Je pense que Miami va devoir rectifier cet été, mais le problème, c'est que la masse salariale, elle est bien, bien gonflée. Ils ont plus de spot DP parce qu'ils ont donné ça à Alba, Busquets et Messi. Et le TAM, bah, Luis Suarez, donc bah, tu un peu bloqué et tu de construire une équipe avec des jeunes, mais des jeunes qui n'ont pas le niveau, hormis bah, Segovia et Allende, qui n'est même plus un jeune joueur. C'est compliqué cette équipe de Miami. L'autre équipe de Floride, mais elle qui réussit bien, c'est Orlando qui a annihilé l'équipe des Timbers, qui est quand même une belle attaque. Ils ont réduit à 0,35 de XG cette équipe de Portland. Santi Moreno n'y arrivait pas, il a été sorti à la mi-temps. Et Orlando, c'est 12 matchs de suite sans défaite, dont 8 clean sheets. Énorme stat, très grosse équipe, grosse défense, belle attaque, qui est en haut de la conférence Est, et c'est pas anodin. Un autre match qui se joue en même temps, alors lui j'ai juste vu les moments des buts, c'était Nashville qui se déplaçait à Toronto et qui allait s'imposer 2-1, doublé de Surridge, Mukhtar, Najar ont été plutôt bons et cette équipe de Toronto, bon bah qui continue à alterner entre le bon, le moins bon, le très mauvais, voilà, c'est une équipe très irrégulière. Un match à 2h30 où j'ai été déçu parce que j'ai regardé la première mi-temps, c'est Minnesota-Austin. Je pensais que Minnesota, en ouvrant le score très vite, allait leur rouler dessus. C'est pas ce qui s'est passé. Alors ils ont dominé dans les XG, dans la possession, dans les frappes. Cette équipe d'Austin, va falloir en parler parce que c'est quand même le néant, hein. 30 millions sur le trio Uzuni, Boukari, Vasquez, je vais le dire toutes les semaines, mais c'est une catastrophe, c'est une erreur de casting. Le Moi je suis la compta, je vais voir le directeur sportif, je dis: «Mais qu'est-ce que tu foutu cet hiver?» Uzuni, 10 millions, Boukari 8 millions, Vasquez, même Vasquez 10 millions. Brandon Vasquez avant sa saison où il performe à Cincy, c'est quand même que des flops partout où il est passé. C'est un peu cher payé, bon, même si c'est lui qui tient, on va dire, la roue de Vasquez, c'est que, 4 buts en 14 matchs et puis, bah, les 2 autour de lui, c'est pas du niveau d'Hippie, je suis désolé de vous le dire. Le match qui se joue en même temps et qui a été super, par contre, ceux qui l'ont suivi, c'est SKC contre les New England Revolution. SKC qui rendait un bel hommage à Gadi Kinda, hein, on rappelle l'ancien joueur Gadi Kinda de SKC qui est décédé donc cette semaine, la semaine dernière, d'un cancer. Euh, Saint-Louis lui a bien rendu hommage. C'est une équipe qui était menée 2-0, qui est revenue à 3-2 et qui se fait crucifier à la 84e par Uruti. Bah, mine de rien, SKC, 3 matchs nuls de suite, ça n'arrive pas à gagner. Mais l'équipe d'en face, les Revs, c'est pareil, 4 matchs sans victoire, 3 nuls, une défaite, c'est pas rassurant. Et bon, c'est quand même une équipe qui dépend énormément des coups d'éclat, des passes que trouve Carles Rill. Je vous invite à regarder les avant-dernières passes de Carles Rill sur les buts, c'est quand même du très très haut niveau et il faut une sacrée vista pour les donner. Un match qui se joue à 3h30, c'était Colorado qui recevait Saint-Louis. Pas énormément de surprises, les Rapids s'imposent 1-0 et bah, Saint-Louis est désormais sur 11 matchs sans victoire. La question c'est quand est-ce qu'Olof Melberg va se faire virer? Sans déconner, t'as un coach qui a 11 matchs sans victoire avec de tels joueurs à disposition, c'est de l'incompétence, mais complet. Franchement, je comprends pas. Bref, c'est tout le temps la même chose toutes les semaines avec Saint-Louis. En attendant, bah, cette équipe de Colorado qui, même avec un George Mihailovic apparemment malade et un Navarro qui était blessé, bah, ils se sont imposés. La petite surprise, c'est Zach Steffen qui était encore out alors qu'on nous disait que c'était par précaution. Et c'est Hansen qui avait fait un bon match la semaine dernière, qui a joué et qui fait son deuxième clean sheet en 2 matchs avec de beaux arrêts. Vous irez voir, j'ai vu le résumé, il a fait quand même de beaux arrêts. Donc c'est bien de se dire que cette équipe de Colorado a un bon deuxième gardien derrière Zach Steffen qui est toujours très bon. Le match qui se joue en même temps, et aussi du côté des montagnes, c'est Salt Lake qui recevait Vancouver. Salt Lake qui menait 2-0 au bout de 4 minutes, j'ai complètement halluciné, mais c'est vite rentré dans l'ordre avec un doublé de Brian White. Mais attention, hein, parce que c'est 3-2 XG pour Vancouver, mais Brian White il s'est fait écurer par un excellent Cabral. Cabral, je pense que McMath, quand il va revenir, il retrouve pas sa place parce que Cabral est très bon. Il a fait des arrêts de malade. Donc il prend 2 buts coup sur coup par Brian White, mais après il l'a clairement dégoûté.
C'est Pedro Vité qui à la 90e, trouve le chemin défilé et donne la victoire à cette équipe de Vancouver qui est toujours en tête à 4 points d'avance sur San Diego avec un match de retard de la conférence Ouest. Donc, ils continuent leur bonhomme de chemin et dans 10 jours, ils ont leur finale de CONCACAF Champions Cup. Un match où ça s'est aussi soldé par un 3-3, c'est San Jose qui recevait Houston. Houston qui menait 2-0. Donc vous voyez, les matchs où ça a fait 3-3, c'est que des remontadas et le coup de grâce à la fin. Donc ouais, Houston qui se fait remonter en l'espace de 10 minutes. Joseph Martinez, franchement, il a loupé un nombre d'occasions. Oh le cochon, ce qu'il loupe. Vous regardez le résumé, vous allez halluciner. Et Preston Jude est rentré, il a mis 2 buts en 6 minutes. Et Mooney ensuite a marqué. Yann Arks a fait un excellent match. Je pense qu'il va être dans les meilleurs joueurs de la semaine. Et ensuite, bah, on a Houston qui, à la dernière minute, 91e, Dorsey qui marque. Dorsey, toujours là, le soldat, le latéral droit de Houston, le joueur typique MLS qui marque d'une frappe contrée à la 91e minute et permet à Houston d'arracher un nul à San Jose. On va passer au match qu'il y avait hier soir. Il y en avait un, c'était New York City qui recevait Chicago. Ouverture du score de Zinkernagel, voilà, l'inévitable, hein, franchement, qui fait une bonne première saison en MLS, 5 buts, 4 passes D pour le moment. Et ensuite, bah, le tournant du match, c'est quand même Gutiérrez, Brian Gutiérrez, pour un sale coup de coude qui prend un carton rouge et qui est totalement mérité. Et là, c'était plus le même match. Où New York a été patient et a mis 3 buts en deuxième mi-temps et s'est imposé sur le score de 3-1. On notera qu'ils ont pris 2 rouges Chicago. C'est Davila qui prend un rouge sur un penalty très litigieux où bon, il maîtrise pas grand-chose. C'est vrai qu'il y va très très fort, mais il touche le ballon avant Oreda. C'est pour moi je mets pas le rouge parce qu'il touche le ballon. Alors il va franco, mais il touche pas le joueur. Il prend son deuxième jaune. D'ailleurs, je vous dis des bêtises, c'est pas un carton rouge direct. Il prend un deuxième jaune. Mais bon, ça fait double sanction et puis bon, on a une fin de match en roue libre. Martinez qui marque le penalty, mais qui a croqué. Il a croqué un moment but vide à 1 mètre du but, il la met au-dessus, il tape une énorme frappe 5 minutes après sur la barre. Donc Martinez qui marque, mais qui a croqué dans ce match. Et enfin, le dernier match, c'était mon équipe d'Atlanta qui recevait la belle équipe de Cincy. Atlanta a gagné. Atlanta a mis 4 buts. Atlanta a gagné 4-2 face à Cincinnati. Franchement, je veux pas me jeter des fleurs parce que j'attends de voir. Mais Atlanta, ça fait 2 matchs où c'est mieux. Et c'est le système dont je vous parle depuis la deuxième journée où je vous ai dit qu'il faut avoir Miranchuk, Almiron sous l'Atlas. Et bah ça s'est ressenti quand même sur les ballons en profondeur. Miranchuk, ça a été vraiment un, un bon match. J'ai pas vu, hein, j'ai vu la première mi-temps, mais la deuxième, j'ai sombré dans le sommeil, vous vous doutez bien. Mais en tout cas, on a retrouvé une équipe d'Atlanta conquérante, un stade qui a donné de la voix. Donc c'est encourageant. C'est vraiment, ça fait plaisir de voir que cette équipe a quand même une âme et est capable de battre les meilleures équipes. Moi, je l'ai dit, Atlanta, si ça prend forme et que le système convainc le coach et les joueurs, je pense qu'ils peuvent faire très très mal vu les profils de joueurs et que c'est une équipe qui sous-performe. Eh bien écoutez, on a fait le tour dans les débriefs de cette journée. Je vais vous parler, faire un petit point un peu sur moi. Pour moi, les top joueurs qui ont brillé sur cette journée, que ce soit en fantasy sport ou IRL. Au niveau des gardiens, comment ne pas mettre l'inévitable Gaiese, Hanson, dont je vous parlais du côté des Rapids, 2 clean sheets en 2 matchs. Stéphane Frey, qui a été important pour Seattle afin qu'il garde bah, le but d'avance et qu'il garde le clean sheet. Cabral, comme je vous disais, qui a été très très bon. Et le duo, parce que c'est vrai que j'ai parlé tout à l'heure de Sirois, mais Lloris a fait vraiment un bon match. Donc je pense qu'on a eu un beau duel de gardiens. Du côté des défenseurs, pas évident d'en sortir. J'en ai sorti 3. Bombino, le jeune défenseur de San Diego, qui a muselé Gabriel Peck. D'ailleurs, j'en ai pas parlé alors que j'en ai parlé sur X. Gabriel Peck, c'est typiquement le joueur qui manque de confiance. Ça a été dramatique son match. Franchement, j'adore ce joueur, mais là, on a vu un joueur qui pousse et qui court, un no-brainer.
C'est pas le Gabriel Peck qu'on connaît de l'année dernière, c'est très inquiétant parce que c'est vraiment un joueur qui n'arrive plus à rien faire et je discutais avec un journaliste brésilien, il disait: «Bah, ça a été un peu la même chose du côté de Vasco, il n'arrive pas à gérer la pression et les attentes». Donc bah, affaire à suivre quand même sur Gabriel Peck qui semble complètement à côté de la plaque comme son équipe. Donc les défenseurs, Bombino, parce qu'il a fait un excellent match. Je mettrai également Dorsey, qui est encore décisif, qui a été très bon avec Houston, et Kai Wagner et Ariel, même s'ils encaissent 3 buts, qui ont été très très bons avec Philly. Les milieux de terrain, il y en a pas mal. Il y a Pep Bill, qui pour moi va pas être loin d'être élu joueur de la semaine. Verskov, Mukhtar, Quinn Sullivan, Marky Delgado et Yann Arques, qui a été très très bon du côté de San Jose. Et pour les attaquants, bah là, il y a du choix. Il y a eu beaucoup de buts, 50 buts, vous vous doutez bien que c'est pour ça que j'ai pas beaucoup de défenseurs et que je vais avoir beaucoup d'attaquants. Donc Brian White, l'inévitable, Preston Judd, qui a fait son doublé en rentrant avec San Jose. On a Aguemang, qui a été très bon avec Charlotte, Wilfried Zaha, ça va ensemble. Reyer Lozano, on est obligé de les citer. Ty Baribo, bien sûr, doublé, meilleur buteur de MLS. Sam Surridge, un doublé. Et voilà, on est quand même sur une journée où on a eu de l'attaque, on a eu une belle journée de MLS, 50 buts, et on a une midweek qui arrive avec des matchs qui vont pas être évidents pour certaines équipes qui vont avoir des déplacements assez périlleux. Je pense à Orlando qui va à Atlanta, qui s'est rassuré, ça peut être intéressant. Cincinnati fait office de grand favori si vous avez des match-ups pour vos jeux fantasy. Ils reçoivent Dallas. Je pense que Cincinnati est un des très bons match-ups. L'Inter Miami va recevoir Montréal. Bon, Miami encaisse beaucoup, donc je pense que Montréal peut aller marquer, mais Miami va vouloir réagir. À un moment, ça peut pas durer, c'est pas possible pour une équipe comme eux. Que vous dire? Columbus va vouloir aussi se rassurer et enfin gagner contre Nashville, mais ça va pas être facile. Ça va être un match très serré. Il y a un autre match qui m'intéresse et qui va être pas mal, c'est Seattle qui reçoit San Diego. Et ensuite, un match où vous pouvez voir des buts, ça va être LA Galaxy contre San Jose. Je pense que ça peut être très intéressant. Donc ça, c'est les matchs de la midweek de jeudi. Donc comme je vous l'ai dit, un débrief à venir, certainement vendredi et avec une ouverture sur les matchs du week-end, voir les blessés, un peu les tendances et puis, bah, on se retrouve dimanche normalement avec, 8 de pique qui devraient être dispo pour le débrief. Eh bien, on arrive au bout de cet épisode. Encore un grand merci à vous, un épisode rapide. Merci à vous d'être si nombreux, partagez le podcast, notez-le. Un grand merci à vous et à très bientôt dans MLS Time.